Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h. Dans moins de 3 minutes, Emmanuel Macron s'adressera solennellement aux Français depuis l'Élysée. Face à la pandémie de coronavirus, va-t-il annoncer un report des élections municipales ? On attend également des mesures sur le chômage partiel, l'aide aux entreprises en difficulté, les établissements scolaires et les hôpitaux. Nous vous expliquerons ce qui pourrait changer dans votre vie quotidienne, vos déplacements, votre travail. Sur ce plateau, le docteur Gérald Kierzek, notre spécialiste d'économie François Langlais et Adrien Gindre qui nous dévoilera les coulisses de cette intervention. Ce 12 mars est assurément un tournant dans la crise mondiale liée au coronavirus. Les États-Unis ont fermé leurs frontières à 420 millions d'Européens. Les bourses mondiales se sont effondrées. En Norvège, en Ukraine, au Sri Lanka, toutes les écoles sont désormais fermées. Retour sur une journée qui a tout changé. Laurent Aubin. Partout dans le monde, on se protège, on décontamine, on s'active, on se bat pour limiter la propagation du virus. Ici dans les trains espagnols ou là, dans les bus, en République tchèque. Et un peu partout dans le monde, comme en Inde ou en Israël, les voyageurs français et européens sont interdits de vol et de séjour. Alors, c'est la pagaille dans les aéroports, une situation qui devrait se compliquer, car depuis l'Europe, et dans la nuit de vendredi à samedi, les voyages vers les États-Unis seront interdits aux Européens. Ainsi en a décidé le président Trump, provoquant une panique mondiale, une chute vertigineuse et historique des bourses. Quelle que soit la couleur des flèches, elles sont toutes orientées à la baisse. Les cloches et les salutations du bout du coude n'y ont rien changé, aucune place n'a été épargnée. Partout, les hommes semblent pour l'heure impuissants. À Beyrouth, la vie s'est arrêtée et les restaurants se sont vidés. Les écoles resteront fermées au Danemark et les fonctionnaires invités à rester chez eux. Les hôpitaux et les chercheurs se mobilisent partout sur la planète pendant que les Italiens, pourtant consignés chez eux, peuvent encore tranquillement venir en France. Je comprends pas parce qu'il y a quand même des Italiens qui repassent en France et tout. Alors, si c'était fermé, c'est fermé pour tout le monde. Il devrait y avoir un consensus, tout le monde devrait appliquer les mêmes règles. Tolbiac, une des grandes universités parisiennes, a décidé de fermer ses portes et d'interrompre ce soir ses cours, alors que l'Allemagne a mis en place des contrôles sur sa frontière avec la France, tout près de Strasbourg. Dans quelques instants, Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français depuis l'Élysée. Une intervention rédigée après avoir consulté des responsables de la santé. On écoute tout de suite le président de la République. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement.
je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants, qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous.
Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps, et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Le service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup, d'ailleurs, ont commencé. Je veux les en remercier. J'ai vu, il y a quelques jours, au SAMU de Paris, une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs.
De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement. À Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé. Et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai de l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes. Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Mais je nous connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes ? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens
doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout, de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en Européens à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je », que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'1 mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin
Qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres? Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts, il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés, que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser dans les prochaines heures les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Voilà donc pour cette allocution d'Emmanuel Macron qui a donc duré 26 minutes. Parmi les mesures annoncées, le maintien des élections municipales, dont le premier tour aura donc bien lieu dimanche prochain. Nous y reviendrons dans un instant.
Autre mesure très importante, la fermeture à partir de lundi des 62 000 établissements scolaires du pays, comme en Italie, en Irlande, en Norvège. Plus de 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens n'iront donc plus à l'école à partir de lundi, jusqu'à nouvel ordre. Hortense Villate. La question préoccupait des millions de parents. Le chef de l'État a tranché. Les 62 000 établissements scolaires français vont fermer dans leur totalité. Jean-Michel Blanquer, en visite dans un centre du CNED de Poitiers, avait pourtant cet après-midi expliqué et justifié le contraire. Nous n'envisageons pas qu'un jour tous les établissements soient fermés en même temps. Les fermetures qui ont eu lieu sont des fermetures ciblées après avis des autorités sanitaires qui recommandent que tel territoire ou parfois juste tel établissement ou telle classe soit fermé. Jusque-là, la stratégie du ciblage semblait donc suffisante pour freiner la propagation du virus. Seuls les établissements des foyers épidémiques étaient concernés par des fermetures et des confinements. Dans l'Oise, le Haut-Rhin, le Morbihan, la Corse et dans les environs de Montpellier, les élèves avaient été invités à rester chez eux et pour certains à suivre des cours à distance. 420 000 élèves français étaient concernés. Ils seront bientôt plus de 12 millions. Une décision qui va donc dans le même sens que de nombreux autres pays. Près de 300 millions de jeunes dans le monde sont aujourd'hui privés d'école à cause du coronavirus. En Europe, l'Italie, Chypre, la Grèce, la Pologne, la République tchèque, l'Ukraine, le Danemark, la Norvège ou encore l'Irlande ont fermé leurs établissements. Option donc aussi retenue ce soir par le gouvernement, qui craignait pourtant qu'une telle mesure freine l'activité du pays, qu'elle oblige de trop nombreux parents à garder leurs enfants chez eux. Parents parmi lesquels figurent aussi bien sûr des infirmiers, médecins et autres personnels hospitaliers. Et à ce propos, François-Xavier Ménage était il y a quelques instants seulement avec un directeur d'établissement à Paris. Comment a-t-il réagi aux annonces du président de la République? Écoutez et regardez. Oui, on est avec un proviseur qui travaille dans le 14e arrondissement de Paris. Monsieur, d'abord, cette première question, est-ce que, oui ou non, vous êtes satisfait d'avoir une règle claire ce soir, à savoir plus d'école à partir de lundi? C'était important pour les chefs d'établissement d'avoir une position claire. Depuis quelques jours, on se préparait à une évolution dans le procédé dans la façon dont serait traitée l'épidémie. Mais ça veut dire quoi, justement? À partir de lundi, à quoi vont ressembler les cours? Tout le monde en ligne? Alors, tout le monde en ligne, sauf qu'on est obligé de prévoir qu'il peut y avoir des difficultés. D'abord, c'est pas tout le monde en ligne en France, faut penser à l'ensemble du territoire français. Il y a des endroits où les élèves n'ont pas accès au numérique. Pour notre part, on a prévu des petits fascicules pour les collégiens qui pourraient être distribués dans le cas où ils n'ont pas accès au numérique. Docteur Gérald Kierzek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien connu de nos téléspectateurs. Question très simple. Est-ce une mesure efficace? 12 millions d'élèves, 900 000 enseignants. Est-ce que c'est efficace de ne pas les envoyer à l'école? C'est ce qu'on appelle une mesure de distanciation sociale. L'idée, c'est que le virus ne circule pas parmi les individus, parmi les êtres humains, et en particulier les écoliers. On sait qu'ils sont atteints, probablement que le virus circule beaucoup, donc ça va limiter, bien que le consensus scientifique, il est beaucoup plus clair sur la grippe, où on sait que ça a une efficacité. Sur le coronavirus, on n'a pas de preuves scientifiques. En tout cas, c'est une des premières mesures de confinement, une première étape. La deuxième étape, on le voit bien, ça sera un confinement à domicile, non seulement des enfants, mais aussi des parents, pour limiter cette propagation du virus. Alors, autre mesure de confinement, le gouvernement a décidé hier de suspendre toutes les visites dans les maisons de retraite, les EHPAD, dans lesquelles vivent 600 000 pensionnaires. Une mesure qui a l'avantage de protéger les personnes âgées, vous le confirmez, mais qui les isole de leur famille. Reportage près de Toulouse, Julien Crescent et Gabriel Orion. Portail fermé, cette EHPAD vit depuis hier soir coupée du monde extérieur. Les visites sont interdites. Nous sommes contraints de rencontrer sa directrice devant la grille. Donc là, même aller dans votre bureau pour une interview, on ne peut pas? Non, ni dans mon bureau, ni dans aucun lieu de l'établissement. Une mesure radicale que cet établissement avait anticipée. Depuis plusieurs jours déjà, les visites étaient limitées. Nous avons demandé aux familles de ne plus se rendre sur l'établissement, hormis les familles, parents d'un résident dans le cadre de soins palliatifs. Mis à part le personnel de l'EHPAD, seuls 3 kinésithérapeutes sont autorisés à entrer. Mais à leur arrivée, ils ne font l'objet d'aucun contrôle et ne portent pas de masque dans les locaux. L'établissement leur fait entièrement confiance. On essaye de faire attention les uns les autres. Quand je vais dans d'autres endroits, chez des patients, je me lave systématiquement les mains. Après, on est des humains, on fait avec ce qu'on sait, on ne sait pas tout. En France, des centaines de milliers de familles sont privées de visites. Une situation difficile à vivre pour Marie-Josée, séparée de sa mère Micheline, 91 ans. Je crois que la réaction que j'ai eue, c'est « et si elle meurt d'ici là ?»
Je veux dire, on ne peut pas faire son deuil, on ne peut rien faire s'il arrive quelque chose à nos proches, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Seul moyen pour elle de la voir, ces appels vidéo mis en place par l'EHPAD. Les visites, jusqu'ici, j'en ai encore pas trop souffert. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Une situation à laquelle la mère et la fille vont devoir s'habituer, en attendant la levée de l'interdiction. Nous vous parlions hier soir dans nos journaux du système de santé italien, en particulier des hôpitaux débordés face à l'augmentation du nombre de malades. Qu'en est-il donc en France? Nos hôpitaux sont-ils mieux équipés? Sont-ils prêts à faire face dans les jours ou les semaines à venir à cette situation? Delphine Sidbon, Laurent Delsol et Hélène Massiot. Face au coronavirus, il existe une ligne de front. Dans les hôpitaux, 3 services sont sursollicités. Pourront-ils tenir? Les centres SAMU 15, ils sont le premier filtre. Ils présentent de la toux, là? Sur toute la France, pas de toux, pas de fièvre. Ils reçoivent en ce moment 50 000 appels par jour. C'est 2 fois plus que d'habitude. Les personnes qui présentent des symptômes sont ensuite dirigées vers les services des maladies infectieuses. S'organiser collectivement serait une clé pour pouvoir faire face à de nouveaux cas. Mais tout le monde se prépare activement. On a tous les jours des conférences téléphoniques qui nous permettent de tous nous coordonner de façon à répondre à l'intensité de l'épidémie. En cas de symptômes graves, les patients sont admis dans les services de réanimation. 5 000 lits équipés de respirateurs et plus de 7 000 de soins intensifs sont prêts. Des places en plus pourront être dégagées en annulant des opérations non urgentes. Ces opérations pourront se dérouler dans d'autres hôpitaux, comme celui-ci. Bonjour, Madame Roland. Il n'accueillera pas de patients atteints du coronavirus, mais d'autres malades pour faire de la place dans les hôpitaux en première ligne. Les communautés hospitalières sont prêtes. Après, si, disons, 10% du personnel hospitalier était touché ou en quarantaine, on serait vraiment en difficulté. C'est donc le risque d'un manque de personnel qui inquiète le plus. Les hôpitaux pourront en tout cas compter sur 3 500 soignants de la réserve sanitaire. 200 sont déjà déployés sur le terrain. Docteur Gérald Kierzek, j'ai regardé les comptes officiels. Il y a en France 5000 lits de réanimation, 7360 lits de soins intensifs. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça va suffire? Eh bien, c'est là le problème, parce que même en déprogrammant des interventions chirurgicales pour libérer ces lits, on voit bien qu'on va pouvoir prendre 12 000 malades, sûrement moins, parce qu'il y a tous les accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, mais qui nécessitent des lits de réanimation. Et donc, le contingent de lits, il est beaucoup plus faible que 12 000. Et on voit bien qu'en Italie, c'est vraiment le point critique, avec beaucoup de patients qui sont arrivés au même moment en état de décompensation respiratoire, qu'il a fallu intuber, d'où les collègues qui étaient pris dans un dilemme de choisir les patients. Donc tant qu'on est en dessous de ce chiffre de 12 000, on ne sature pas les services de réanimation. Dès qu'on va passer au-dessus de 12 000, ça veut dire au-dessus de 12 000 patients réanimatoires, et probablement moins pour avoir les autres pathologies, ça va devenir critique. Et il y a déjà un point qui est critique, c'est le SAMU. Et s'il y a un message à passer, c'est de ne plus appeler le SAMU quand on a un simple rhume. Quand on a de la fièvre ou quand on a de la toux, on appelle son médecin traitant, on n'appelle pas le SAMU. Le SAMU, c'est un numéro d'urgence parce que là, ils sont dans une situation difficile. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron disait qu'il faut gagner du temps. À 3 jours du premier tour des élections municipales, la question se posait. Et bien finalement, le président de la République a donc décidé de maintenir le scrutin prévu dimanche prochain. Arnaud Etcheverry, Noé Gandillot et Bertrand Lachat. Certains bureaux de vote sont déjà prêts. Gel hydroalcoolique à l'entrée, masque en évidence sur la table, isoloir parfaitement aligné. On les sépare d'environ 1 mètre. Voilà. On n'a plus qu'à attendre les électeurs. Dans tout le pays, les électeurs iront donc voter dimanche. Ce matin, il était inenvisageable de reporter ces élections. Le Premier ministre avait réuni les chefs de parti et tout le monde autour de la table semblait d'accord. Tout s'est joué cet après-midi. À l'Élysée, le président a réuni le conseil scientifique pour avoir les dernières informations sur la progression du virus. La décision a été prise en fin de journée. À 3 jours seulement du scrutin, ce report était d'un point de vue juridique tout à fait réalisable. C'est malgré tout possible, notamment en invoquant la théorie des circonstances exceptionnelles qui ont déjà permis dans l'histoire à l'administration, si vous voulez, de déroger au respect strict de la loi. Mais ce soir, le président en a décidé autrement. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir. On dirait qu'il y a eu une hésitation tout au long de cette journée. On annule pas, on reporte les élections municipales.
Il s'est passé quelque chose d'inédit, Gilles. On a l'habitude d'entendre Emmanuel Macron nous dire « j'ai décidé d'employer le jeu ». Ce soir, il s'est retranché derrière ses interlocuteurs, les scientifiques reçus aujourd'hui à l'Élysée, qui, nous dit-il, ne considéraient que rien ne s'y opposait, et puis les représentants politiques reçus par le Premier ministre aujourd'hui, qui souhaitaient le maintien des élections municipales. Donc peut-être pour l'une des premières fois depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron n'a pas pris une décision lui-même, il a laissé les autres la prendre pour lui, ça c'est la manière un peu négative de le considérer, et puis la manière positive c'est de se dire qu'il a considéré que la démocratie, la vie des institutions, a-t-il dit, était plus importante au fond. Il y a tout de même un risque politique pris ce soir par le président. D'abord, cette décision pour le premier tour pourra-t-elle toujours être maintenue pour le deuxième tour? Et puis on regardera bien sûr la manière dont les choses se déroulent. Il a appelé au respect des gestes barrières dimanche, à l'espacement dans les files d'attente, ça va être, on le sait, très compliqué à observer. Alors, en France comme ailleurs dans le monde, et là on s'attaque au chapitre économique, cette épidémie a de très graves conséquences sur le tissu économique, précisément. La chute des commandes, les annulations, la baisse d'activité est d'ailleurs très sensible dans plusieurs secteurs. Comment les entreprises s'organisent-elles? Quelles mesures ont-elles mises en place? Pierre Galassio et Iker Zabala. On pourrait croire que ce salarié travaille comme d'habitude, mais non. Habituellement, ça, c'est ce qu'on fait le 15 août. Depuis 2 semaines, les 35 salariés en CDI de cette PME tuent le temps. Ils protègent, ils réparent. Faute de commandes, du jamais vu pour cette entreprise qui organise des salons dans l'événementiel. On a tous peur de ne plus avoir de travail, soit à la fin de la semaine, soit plus tard, mais voilà. Ici, on a les commandes de départ pour demain. Créée il y a 16 ans, il n'y a rien du tout. Cette PME a jusqu'ici toujours été en croissance, mais depuis la crise du coronavirus, l'activité a chuté de 90%. À partir de lundi, 20 salariés sur 35 seront mis en chômage partiel. Le patron veut à tout prix éviter de s'en séparer pour être prêt quand l'activité reprendra. Le licenciement économique, c'est le début de la fin. C'est je ne redémarre pas. Et vous y pensez déjà ou pas? Aujourd'hui, je commence à y penser, mais je n'y suis pas. J'y serai si l'activité ne redémarre pas au mois de mai. Quant au numéro vert du ministère de l'économie pour aider les PME... Heureusement qu'on ne compte pas là-dessus. Le chômage partiel, une solution inévitable pour des milliers d'entreprises. À Lille, les locaux de ce traiteur restent eux aussi désespérément vides, et là aussi faute de commandes. Habituellement, ça part de tout là-haut, ça va jusqu'en bas, et depuis une semaine, les clients annulent quasiment tous les jours des prestations, des commandes. Ici, 11 salariés sur 17 ont été mis au chômage partiel. Autre secteur durement touché, celui des transports. Cette entreprise dans l'Aveyron a déjà perdu 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait 80% de notre activité entre le mois de mars et le mois de mai. Selon les derniers chiffres, 3600 entreprises ont demandé à bénéficier du chômage partiel. Et à mesure que le coronavirus se propage en France, de nombreuses entreprises sont contraintes de mettre une partie de leurs salariés au chômage partiel. Le gouvernement a décidé de mettre en place une aide. 3600 entreprises en ont fait la demande. Cela concerne 60 000 salariés, mais bien évidemment, ce nombre va augmenter au fil des jours. Axel Cario. Le chômage partiel. Jeudi, vendredi, tout le monde reste à la maison. Une mesure pour préserver l'emploi que les entreprises peuvent imposer à leurs salariés. Une mesure qui leur coûte cher. Exemple, un salarié payé 15 € brut de l'heure, dont l'activité est réduite à 10 heures par semaine. En chômage partiel, son entreprise lui paie ses 10 heures travaillées à taux plein, soit 15 € de l'heure, plus 25 heures non travaillées, à hauteur de 70% de son salaire brut, 10,50 € de l'heure. Par la suite, l'État rembourse l'employeur, mais seulement partiellement, sur la base de 8 €. En clair, plus l'employé a un gros salaire, plus le chômage partiel coûte cher à l'entreprise, mais cette règle évolue. Alors, qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, le gouvernement fait sauter ce plafond de 8 €. Toutes les heures non travaillées seront indemnisées intégralement. Une mesure pour l'instant impossible à chiffrer, mais elle devrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros pour les finances publiques. Voilà, et sur ce thème, Thibault Malandrin était il y a quelques instants lui aussi aux côtés d'une chef d'entreprise. Elle dirige une PME de transport scolaire dans l'Oise. Écoutez sa réaction. Dans un premier plan, je pense la fermeture des établissements scolaires nous concerne de plein fouet puisque tous les établissements vont être fermés, donc toute l'entreprise va être en chômage partiel. La mesure prise pour les employés me paraît tout à fait correcte et rassurante pour les salariés. Par contre, le report des charges n'est pas suffisant pour nous. On aura besoin de plus d'aide, je pense. Après, il a dit que ça ne s'arrêterait pas là. On sent qu'il y a vraiment une prise de conscience et une volonté d'aider les entreprises. J'attends de savoir ce qui va se passer derrière parce que, sincèrement, le report des charges du mois de mars ne seront pas suffisantes pour les entreprises de transport de voyageurs. Ça, c'est sûr.
Voilà donc pour ce questionnement très concret. Bonsoir François Lamblet. Bonsoir Gilles. Le président de la République a annoncé des mesures massives, presque sans précédent. Ça veut dire quoi concrètement ? Écoutez, à court terme, il y a deux mesures importantes. D'abord, le report de toutes les charges sociales et impôts dus au mois de mars pour toutes les entreprises. On parle de milliards d'euros. Il suffira aux entreprises de déclarer qu'elles ne veulent pas, qu'elles ne peuvent pas payer leurs échéances pour que celles-ci soient repoussées. Parallèlement, un dispositif de chômage partiel massif, nous a dit le président, c'est-à-dire une façon de payer des salariés dont les entreprises n'auraient plus de travail, qui ne seraient pas pour autant licenciés. Ils resteraient dans l'entreprise, mais leur salaire serait pris en charge par l'État. Ça, c'est le court terme. Et le moyen terme, le chef de l'État a annoncé très clairement un plan de relance, sans en donner encore les détails. Mais je note qu'il a, à 3 reprises dans son intervention, mentionné la formule « quoi qu'il en coûte ». Ça veut dire qu'il est prêt à dépenser de façon substantielle pour préserver l'économie française. Y compris, disait-il, des décisions de rupture qu'il assumerait, et il parlait sans doute d'économie. On y reviendra dans un instant. Toujours au chapitre économique, ce 12 mars 2020 restera comme un jeudi noir sur les bourses mondiales. Un effondrement d'ampleur historique à Paris, Londres, New York, Francfort, Milan, Tokyo. Après la crise sanitaire, se dirige-t-on vers une crise financière ? Quelles conséquences pour les entreprises, les salariés, les épargnants ? Antoine de Pressigou et Philippe Véron. Pas besoin d'être un expert financier pour comprendre que ça va mal. Les valeurs boursières dégringolent absolument. Toutes les actions sont en baisse. Ah oui, on est au niveau quasiment de la crise souveraine européenne. Wow. Dans cette salle des marchés, ces conseillers tentent de rassurer leurs clients depuis ce matin. Ils sont inquiets, vous sentez qu'ils sont inquiets ? Oui, là ça commence. Au début, la semaine dernière, sur une chute de 10%, bon, ça peut arriver, c'est quelque chose qui arrive. Là, on commence à avoir des chutes quasiment de 20%, donc là, on commence à sentir l'inquiétude. La bourse de Paris a perdu plus de 12% en une journée, la pire séance de son histoire. Alors forcément, les épargnants commencent à s'inquiéter. Je préfère ne pas regarder aujourd'hui, les informations sont suffisamment alarmantes comme ça. D'accord. Donc je ne regarde pas mon portefeuille au quotidien, non, je préfère pas. Et tant qu'on n'en a pas besoin, et qu'on est investisseur de long terme, il faut savoir supporter des mouvements comme ça. Selon cet expert, 2 secteurs sont à surveiller de très près. Le tourisme et l'aérien. Dans ces 2 domaines, groupes hôteliers, voyagistes, compagnies aériennes pourraient faire faillite si l'activité ne reprend pas d'ici 3 mois. Alors, faut-il craindre pour nos grandes entreprises ? L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des entreprises françaises qui sont généralement assez peu endettées et surtout qui ont une vraie solidité financière. Concrètement, elles ont du cash, des liquidités pour faire face à une période difficile. Et cette période difficile pourrait bien s'éterniser, car les analystes s'attendent à de nouvelles baisses des marchés dans les prochains jours. François, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça restera dans les livres d'histoire. C'est 2008, c'est 1929, c'est quelque chose de cet ordre ? Ça ressemble à 2008, ça ressemble à septembre 2008, et plus précisément à l'après-chute de Lehman Brothers, cette banque qui avait déclenché une crise de panique sur les marchés. Le risque, c'est clairement l'asphyxie de l'économie, c'est-à-dire le fait que les entreprises ne parviennent plus à se financer. Alors, vous parliez de Lehman Brothers, partons aux États-Unis avec cette décision qui est sans doute la plus spectaculaire, la plus controversée des dernières 24 heures. Depuis le bureau ovale, Donald Trump a donc annoncé la nuit dernière que 420 millions d'Européens venus de l'espace Schengen, et notamment les Français, ne pourraient plus poser le pied aux États-Unis pendant au moins 1 mois. Une annonce qui a pris de court de très nombreux voyageurs français, mais aussi les agences de voyage. Reportage Valentin Després, Vincent Plévin et Julien Bervilliers. À l'aéroport de Roissy ce matin, des passagers français perdus. New York, Los Angeles, Atlanta, dès demain soir, les 74 vols quotidiens vers les États-Unis leur seront interdits. Alors, faut-il vraiment partir ? On a voulu tenter, on peut partir, mais on ne pourra pas revenir. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas revenir, on peut être bloqué 30 jours. On essaie de voir si on va pouvoir rentrer par Londres, en fait, puisque a priori, seul Londres est autorisé à envoyer des avions aux États-Unis. Les prix explosent, on ne peut pas rentrer. Donc la décision, elle va être assez rapide, on ne peut pas partir. Côté américain, même confusion, de nombreux vols devraient être annulés ces prochains jours. Je devais rentrer samedi, mais j'espère pouvoir trouver un vol avant demain minuit. On a peur que les choses changent encore et de ne plus pouvoir partir samedi. Au comptoir, les voyageurs français ont obtenu la garantie qu'ils seront remboursés. Il y a des remboursements, il y a des avoirs, il y a toute une politique qui est mise en place, mais on n'a pas tous les détails. Ça a été assez soudain, il a fallu qu'on s'adapte rapidement. Une perte sèche pour Air France.
Pour d'autres compagnies comme ce spécialiste des vols d'affaires que vers New York, cette décision menace le cœur même de l'entreprise. Ça interdit 50% de nos passagers de pouvoir voyager vers les États-Unis. On n'a pas les moyens aujourd'hui, nous et d'autres, de voler avec un avion à moitié plein, si tant est que 100% des Américains se présentent. Parmi les 135 salariés, plus d'une centaine sera mise en chômage partiel. Enfin, les agences comme ici, qui organisent au quotidien des voyages pour les touristes français, c'est la douche froide. Les États-Unis sont une plateforme de transit, entre autres pour les voyages vers la Polynésie, vers l'Amérique du Sud et autres. Mais en plus de ça, c'est vraiment la période idéale pour tout ce qui est autotour sur l'Ouest américain. Donc nous sommes face à une situation problématique. Chaque année, 1 million de Français partent de l'autre côté de l'Atlantique, l'une des premières destinations des touristes. Cette incroyable et inédite décision de Donald Trump va aussi avoir des conséquences aux États-Unis. En isolant l'Europe, en transformant son propre pays en forteresse, le président américain prend aussi le risque d'affaiblir économiquement la première puissance mondiale. Catherine Gentil de Cancode est notre correspondante à Washington. Moment solennel, c'est la deuxième fois seulement depuis son accession au pouvoir que Donald Trump s'adresse directement au peuple américain à partir du bureau ovale. Pour empêcher des porteurs de virus d'entrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pour les 30 jours qui viennent. Une décision spectaculaire qui tranche avec la désinvolture avec laquelle le président américain traitait il y a peu le coronavirus. Le virus dont on parle, il y a plein de gens qui pensent qu'il va disparaître en avril, avec le retour de la chaleur. Entre-temps, le milieu médical s'est mobilisé pour rétablir la vérité, notamment hier après-midi devant le Congrès. Ce virus est 10 fois plus mortel que celui de la grippe. Je peux vous dire qu'il va y avoir de plus en plus de malades, et ça va être bien pire. Et au lieu de rassurer, la décision de Donald Trump d'hier pourrait bien être cataclysmique, en particulier pour le secteur du tourisme, et alors que 11 millions d'Européens venaient jusqu'ici chaque année aux États-Unis. Enfin, pour la première fois de l'histoire, la NBA a décidé d'arrêter dès aujourd'hui les compétitions. Un des joueurs, le Français Rudy Gobert, a d'ailleurs été testé positif au coronavirus. Ce soir, les États-Unis sont complètement repliés sur eux-mêmes et en grande partie coupés du monde, d'autant plus que Washington vient de demander à ses ressortissants de ne plus se rendre à l'étranger. Partons à présent de l'autre côté des Alpes. Vous savez que l'Italie est le pays au monde le plus touché par le coronavirus après la Chine. Depuis mardi, 60 millions d'Italiens ont pour consigne de rester chez eux. Hier soir, le Premier ministre Giuseppe Conte a pris une mesure encore plus drastique, la fermeture de tous les commerces du pays, à l'exception de ceux qui vendent des produits alimentaires et les pharmacies. Nos envoyés spéciaux Michel Scott et Gilles Parot ont vécu une étrange journée à Rome. Scène ubuesque, dans l'un des centres-villes les plus touristiques du monde, plus un être humain en vue ou presque. Les derniers vacanciers visibles sont en partance. Vous êtes bloqué ici ? Non, on rentre en Hollande ce soir. Il n'y aura pas de problème ? On l'espère. D'ailleurs, des patrouilles de police demandent à ces rares touristes abandonnés de quitter les lieux. Pour les restaurateurs désormais contraints de cesser toute activité, c'est le coup de grâce. Ça va très mal. C'est un désastre. Pour nous, la saison est finie. On a besoin de touristes et maintenant le virus est partout en Europe, dans le monde. On espère vraiment une aide du gouvernement. Dernier signe que Rome se referme sur elle-même, les hôtels, désertés en un temps record, ferment aussi leurs portes. 0 touriste, donc on arrête. Et voilà, on en est là. Le Corso, cette longue avenue qui traverse tout le centre-ville de Rome, celle des grands magasins et des institutions italiennes, elle est déserte. C'est l'image de cette Italie complètement à l'arrêt. Et pour tous ceux qui restent, 3 millions de Romains claquemurés chez eux, ce sont les besoins essentiels qui comptent désormais, les magasins d'alimentation où le ravitaillement se fait, un client à la fois en maintenant ses distances. Et puis il y a les livreurs à domicile. Le problème, c'est que leurs fournisseurs principaux sont précisément les restaurateurs qui arrêtent de travailler. Rome,
comme le reste du pays, s'est installé dans cette quasi-économie de survie pour des jours, peut-être des semaines. Alors revenons à présent en détail sur les principales mesures annoncées ce soir par Emmanuel Macron. Elles concernent les élections municipales, la santé, l'école, les entreprises, le chômage partiel et elles auront des conséquences très importantes, très concrètes sur votre vie quotidienne. Lucas Ajdela. C'est une mesure inédite par son ampleur. À partir de lundi, toutes les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés sur l'ensemble du territoire. Pour une raison simple. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. 2 priorités ont été fixées par le chef de l'État. Freiner la propagation du virus et protéger les plus fragiles. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans de rester autant que possible à leur domicile. Des personnes fragiles qui pourront aller voter dimanche. Leur report était envisagé, mais les élections municipales sont finalement maintenues. Il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà donc pour ces principales mesures annoncées par Emmanuel Macron. Dans un instant, sur LCI, la France face au virus, une édition spéciale présentée par Julien Arnaud et Hélène Lecomte sur le canal 26. Sur TF1, dans un court instant, la météo de Tatiana Silva et la nouvelle saison de votre série préférée, Profilage. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut, à 20h, Anne-Claire Coudray. Je vous retrouve quant à moi dimanche soir avec Anne-Claire et toute la rédaction de TF1 pour le premier tour de ces élections municipales qui auront donc bien lieu à la date prévue. Excellente soirée à tous, à dimanche. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.